Ni français ni breton, Malouin suit. Telle était la devise officieuse de Saint-Malo entre 1590 et 1594. Car, je ne sais pas si vous le saviez, mais Saint-Malo fut autrefois une véritable république indépendante, une cité audacieuse et fière où les marins bravaient les océans et où les corsaires défiaient les royaumes voisins. Derrière ces remparts se cache une sacrée histoire faite de liberté, de prospérité, mais aussi de déclin et transformation. Dans cette vidéo, nous allons retracer ensemble cette période unique de l'histoire malouine. D'abord, nous découvrirons comment Saint-Malo s'est autoproclamée république autonome, affirmant son indépendance face à la monarchie française. Ensuite, nous explorerons son âge d'or, lorsque les corsaires, le commerce maritime et même des activités plus sombres, comme la traite négrière, ont fait de cette ville un des ports les plus prospères et redoutés d'Europe. Enfin, nous comprendrons les raisons de son déclin et son intégration progressive dans le royaume de France, pour voir comment cette époque a façonné l'identité malouine que nous connaissons aujourd'hui. Donc suivez-moi pour un voyage dans le temps au cœur de cette cité indomptable. À l'époque médiévale, Saint-Malo se distingue par sa position stratégique et par son rayonnement maritime. Cette ville fortifiée située à l'embouchure de la Rance est un important centre économique et un point névralgique du commerce maritime breton. Elle abrite également un grand évêché dont l'influence s'étend jusqu'à Plouermel. Les marchands et armateurs malouins, prospères et pragmatiques, dominent la vie économique locale, renforçant ainsi la puissance de la cité. Le XVIe siècle, marqué par les guerres de religion, plonge la France dans une instabilité profonde. En Bretagne, ces conflits prennent une dimension particulière avec la montée en puissance de la Ligue catholique, soutenue par le gouverneur Mercœur. De son vrai nom, Philippe-Emmanuel de Lorraine, le duc de Mercœur fut un défenseur du catholicisme en Bretagne durant les guerres de religion, et il se proclama protecteur des États de Bretagne. Et donc, face à l'héritier protestant du trône, Henri de Navarre, Saint-Malo, désireuse de protéger ses intérêts économiques et commerciaux, décide de s'affranchir de celui politique. Henri IV, le roi qui a réconcilié les Français en 2 décennies de règne au lendemain d'une atroce guerre civile, ou plutôt des 8 guerres civiles que furent les 8 guerres de religion. Il a redressé le pays. Ce roi qui a changé de religion, ou plutôt de confession religieuse, à 6 reprises. Ce roi séducteur qui était un homme, disait-on, à se faire aimer par les pierres elles-mêmes. Donc ce qui se passe, c'est que dans la nuit du 10 au 11 mars 1590, cette décision atteint son apogée, lorsque les Malouins s'emparent de leur château, tuent le gouverneur et pillent ses biens. La ville s'autogouverne dès lors et affirme que ce sera le cas jusqu'à ce que Dieu eût donné à la France un roi catholique. Tout cela délivre des lettres de marque aux corsaires, favorise le commerce international et offre une juridiction consulaire inspirée de celle de Rouen. Elle apporte aussi son soutien à des villes voisines comme Dole, Fougères et même le Mont-Saint-Michel. Et ce, sous la direction de Jean Picot de la Giclée, élu procureur syndic. Saint-Malo met en place une république indépendante. Ce conseil de 12 conservateurs s'octroie des prérogatives régaliennes, gérant la défense, la justice, les finances et établissant une politique extérieure audacieuse. La République, bien que de courte durée, parvient à maintenir une prospérité commerciale exceptionnelle, en contraste frappant avec le reste de la Bretagne, alors en pleine crise économique. Des relations commerciales florissantes sont entretenues même avec l'Angleterre et aussi avec l'Espagne, malgré les divergences religieuses. Après avoir affirmé son autonomie, Saint-Malo entre dans une période de prospérité exceptionnelle qui marque son âge d'or. La ville devient un véritable carrefour du commerce maritime et un bastion de la course. Cette activité économique et guerrière qui consiste à attaquer les navires ennemis sous mandat du roi. La position géographique stratégique de Saint-Malo permet à ses corsaires de sillonner les mers pour s'attaquer aux flottes ennemies. Et les prises de guerre rapportent des fortunes colossales à la ville. Et les corsaires malouins incarnent l'âme malouine mêlant bravoure, solidarité et défiance envers les puissances étrangères. Et le commerce maritime est également un pilier de la richesse malouine. Saint-Malo devient alors un acteur majeur d'un commerce pas jojo du tout, qui est la traite négrière, participant ainsi activement au commerce triangulaire.
Les navires malouins transportent des esclaves depuis les côtes africaines vers les colonies d'Amérique et reviennent chargés de denrées précieuses comme le sucre, le coton et le tabac. Parallèlement, le commerce des épices, notamment en provenance des îles de l'océan Indien, contribue à la renommée de la ville. Les Malouins établissent des relations commerciales avec des territoires lointains, consolidant ainsi leur rôle de puissance intermédiaire. La République malouine jouit de privilèges fiscaux qui renforcent son indépendance et son attractivité économique. Les impôts très réduits sont décidés localement par un conseil de conservateurs composé de notables et d'armateurs. Et cette autogestion-là permet une redistribution efficace des richesses et un investissement massif dans les infrastructures portuaires et dans la défense de la ville. Et le système administratif de Saint-Malo, à la fois pragmatique et autonome, reflète une forte volonté de maintenir sa liberté face aux intrusions extérieures. Mais alors comment est-ce qu'elle prend fin cette autonomie malouine? Malgré leur aisance à se débrouiller tout seuls comme des grands, les Malouins ne peuvent malgré tout pas échapper à l'évolution politique et sociale de la France. Et puis, maintenant que la France est sous le règne d'un roi catholique, logiquement, la République de Saint-Malo n'a plus lieu d'être. C'est pourquoi, le 4 octobre 1594, l'édit de réduction marque la fin de l'autogestion de Saint-Malo. Le roi, dans un geste conciliant, déclare embrasser les Malouins d'une paternelle affection. Le château est réinvesti par un gouvernement militaire, mais les habitants obtiennent une exemption de charges financières pour 6 ans. La ville conserve néanmoins tous ses privilèges, franchises, liberté, artillerie, ainsi que ses droits sur le commerce international. La ville subit également des transformations architecturales et sociales sous l'influence royale. Aujourd'hui, l'héritage de cette période républicaine et maritime est omniprésent dans l'identité de Saint-Malo. Les remparts, les musées dédiés aux corsaires et les traditions locales témoignent de ce passé glorieux. Saint-Malo incarne toujours cet esprit d'indépendance et de fierté qui faisait sa grandeur autrefois. Et voilà, nous avons parcouru ensemble l'incroyable histoire de la République de Saint-Malo, cité qui a su briller par son indépendance et par son audace. De sa naissance en tant que cité corsaire autonome à son âge d'or où elle rivalisait avec les plus grands ports d'Europe, jusqu'à son déclin progressif sous la pression de la centralisation monarchique, Saint-Malo a toujours incarné un fort esprit de liberté. Cette période de son histoire a laissé une empreinte sur la ville, mais aussi sur son rapport à la Bretagne. Aujourd'hui encore, les remparts de Saint-Malo, ses musées et ses fêtes locales rappellent ce passé glorieux. Des noms comme Duguay-Trouin, Surcouf ou même bien d'autres résonnent encore comme les échos d'une époque où l'océan était une richesse et où on pouvait s'en mettre plein les poches. Mais alors, que pouvons-nous retenir de cette histoire? Peut-être qu'un petit groupe de personnes, porté par la même vision du pays et par son courage, peut marquer durablement le cours de l'histoire. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les siècles et jusqu'en Haute-Bretagne. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, vendredi donc à 19 h. Mais en attendant, je vous fais des beaux cueils et je vous dis, dann nicht trop.